Pouvez-vous imaginer une ligne si marquante qu'aucun animal n'oserait la traverser? Une frontière qui non seulement défie la logique de la migration naturelle, mais remet aussi en question les forces mêmes de l'évolution. Maintenant, imaginez que cette ligne n'est pas visible à l'œil nu, qu'elle n'est tracée sur aucune carte physique, mais qu'elle exerce malgré tout un impact si profond que la nature semble incapable de la franchir. Nous parlons ici de l'énigmatique ligne de Wallace. Seulement 32 km de mer qu'aucun animal n'ose vaincre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend une barrière invisible si puissante qu'elle empêche le passage d'espèces entières? Pour percer ce mystère, embarquons pour un voyage jusqu'en Indonésie et explorons tout ce que nous pouvons sur cette frontière infranchissable qui défie même l'instinct naturel. Si comme nous, vous êtes fascinés par les secrets de la nature, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons explorer encore plus de mystères autour du globe. Alors, cap sur l'Indonésie. Là, entre les îles de Bali et de Lombok, nous trouvons une ligne de démarcation invisible. À l'ouest de cette ligne, domine la faune typique de l'Asie. Tigres, rhinocéros, ours et éléphants. Mais il suffit de parcourir un peu plus de 30 km vers l'est pour découvrir un monde totalement différent, peuplé de kangourous et de dragons de Komodo. Cette frontière qui sépare deux royaumes biologiques si distincts, l'asiatique et l'australien, est appelée la ligne de Wallace. À première vue, ce n'est qu'un simple bras de mer, sans aucune caractéristique évidente. Pourtant, des scientifiques du monde entier tentent d'en percer l'énigme depuis plus de 150 ans. Qu'a-t-elle donc de si spécial? Pensez à n'importe quelle autre région de la planète. Les animaux migrent sur de longues distances à la recherche de nourriture ou pour se reproduire. Les oiseaux traversent les océans dans des périples épiques. Les tortues marines parcourent des centaines de kilomètres pour rejoindre la plage où elles sont nées. Les animaux ne connaissent pas de frontières physiques comme celles construites par les humains. Mais ici, à la ligne de Wallace, l'histoire est différente. Pratiquement aucun animal n'ose défier cette division invisible. Elle fonctionne comme une muraille infranchissable pour une grande partie de la faune locale. 30 km de mer ne sont rien pour des oiseaux ou des tortues, n'est-ce pas? Et pourtant, quelque chose les en empêche. Ni les mammifères, ni les reptiles de Lombok ne tentent de rejoindre Bali. Même en cas de catastrophes comme des incendies ou des tsunamis, ils ne franchiraient pas cette frontière. Les tigres et les varans de Bali n'atteignent pas non plus les forêts de Lombok. Même les oiseaux respectent cette ligne avec rigueur, à l'exception de quelques chauves-souris occasionnelles. Cette ligne n'est pas seulement une division géographique, elle représente la frontière entre deux mondes écologiques. Bien qu'elle semble impossible à franchir uniquement du point de vue physique, est-ce vraiment le cas? Comment cette mystérieuse barrière est-elle apparue? Pour comprendre cela, il faut remonter le temps. Curieusement, l'indice de cette ligne avait presque été découvert dès le XVe siècle. En 1521, Antonio Pigafetta, qui accompagnait l'expédition de Fernand de Magellan, remarqua que la faune des Philippines et celle des îles Moluques étaient très différentes, malgré leur proximité géographique. Il consigna ses observations, mais l'énigme demeura sans solution. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'Alfred Wallace, un naturaliste britannique, entreprit de déchiffrer ce mystère et révolutionna la biologie. En 1854, Wallace commença son voyage à travers l'archipel malais et constata rapidement que la faune et la flore de Bali et de Lombok semblaient appartenir à des mondes totalement différents. D'un côté, des animaux comme les tigres, rhinocéros et éléphants. De l'autre, des marsupiaux comme les koalas et les kangourous. Cette découverte souleva de nombreuses questions auxquelles la science n'avait pas de réponse. Pendant 8 années d'expédition, Wallace collecta plus de 125 000 spécimens, ce qui lui permit de formuler des idées révolutionnaires. Il échangea des lettres avec Charles Darwin à l'époque, contribuant à poser les bases de la théorie de l'évolution. Cependant, Wallace ne parvint pas à expliquer de manière définitive la raison de cette barrière biologique.
Pour cela, il faut remonter encore plus loin, à une époque lointaine où la Terre était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des millions d'années, tous les continents que nous connaissons aujourd'hui étaient réunis en un supercontinent appelé Pangée. Cette immense masse de terre ressemblait à un grand sanctuaire de migration pour diverses espèces animales. Même les plus grands reptiles, comme les dinosaures, circulaient librement sur toute son étendue. À cette époque, océans et mers ne s'étaient pas encore formés pour séparer les continents et rien n'empêchait les espèces de se disperser. Cependant, cette union ne devait pas durer éternellement. La fragmentation de la Pangée était destinée à se produire. Serait-ce une tragédie inévitable? Non. En réalité, il existe une raison très claire à la séparation de ce supercontinent. La Terre est composée d'énormes blocs, connus sous le nom de plaques tectoniques, qui se déplacent sans cesse tout au long de l'histoire de la planète. Mais comment cela fonctionne-t-il? La chaleur intense provenant de l'intérieur de la Terre fait monter le magma poussant ces plaques, qui finissent par s'éloigner les unes des autres. Par exemple, les plaques de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie continuent de s'écarter, même lentement, de seulement quelques centimètres par an. Au fur et à mesure que les plaques se déplacent, les continents se séparent et la Pangée n'a pas pu résister à ce mouvement constant. Lorsque la scission eut lieu, les continents se sont dispersés comme d'immenses pièces d'un puzzle, créant océans et chaînes de montagnes qui devinrent des barrières naturelles pour la faune. Mais quel fut l'impact de cela sur l'évolution des espèces? Examinons la question de plus près. Chaque morceau de terre isolé s'est transformé en un véritable laboratoire d'évolution, abritant des écosystèmes propres et distincts. En même temps, le déplacement des continents a profondément modifié le climat, obligeant leurs habitants à s'adapter aux nouvelles conditions. Sans possibilité de migration, les espèces ont commencé à suivre des voies évolutives indépendantes. Bien que ces changements se soient produits à l'échelle mondiale, ils furent particulièrement marquants dans la région de l'Asie méridionale. Les anciennes terres de Sunda et de Saül ont joué un rôle important dans l'évolution des espèces. Il y a des millions d'années, Sunda et Saül reliaient l'Asie à l'Australie, servant de pont naturel de migration. Mais, après l'ère glaciaire, le niveau de la mer monta et ces terres furent submergées, créant une barrière maritime. L'Asie et l'Australie cessèrent de partager leur flore et leur faune. Une frontière aquatique surgit entre elles. D'accord, mais pourquoi les animaux ne traversent-ils pas cette barrière? C'est simple. La ligne de Wallace marque le point de transition entre deux mondes de climat et de nature complètement distinctes. La faune de chaque côté de la ligne a évolué en isolement pendant des millions d'années. Même si certains animaux parvenaient à franchir cette frontière, en nageant ou en volant au-dessus du détroit, ils auraient bien du mal à s'adapter au nouvel environnement et finiraient par périr. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais, curieusement, cette frontière cruciale ne fut pas pleinement reconnue avant de très nombreuses années après sa découverte. Cela s'explique aussi. Wallace était en avance sur son temps, et ses idées ne furent reconnues que des décennies plus tard. Ce n'est que dans les années 1960 que la biogéographie se popularisa et que la frontière qu'il avait décrite prit le nom de ligne de Wallace. Mais était-ce le dernier mot sur le sujet? En réalité, une nouvelle surprise attendait les chercheurs. La ligne de Wallace n'est pas un cas isolé. La grande révélation est que la ligne de Wallace n'est pas seule. Combien d'autres barrières énigmatiques existent encore dans la nature? Un chercheur allemand, Max Weber, en identifia une autre. Et ce ne fut que le début. Et il ne s'agit pas de quelque chose de lointain, mais bien d'une ligne qui passe près de la ligne de Wallace elle-même en Indonésie. Son nom, ligne de Weber. Cette ligne représenta un progrès dans la compréhension de la région, car elle affine la transition entre les faunes asiatiques et australiennes, suivant un tracé un peu plus à l'est et représentant l'équilibre entre ces régions pour les mammifères et autres vertébrés terrestres. Encore plus à l'est se trouve la ligne de Lydekker, qui porte le nom du biologiste britannique Richard Lydekker.
Elle définit la limite orientale de la distribution des espèces, séparant l'Australie et la Nouvelle-Guinée du reste de l'archipel malais. Chacune de ces lignes agit comme une puissante frontière écologique. Certains animaux ne tentent même pas de les franchir, tandis que d'autres qui le font ne parviennent pas à survivre dans le nouvel environnement. Les oiseaux peuvent traverser des barrières invisibles dans les airs, mais que trouveraient-ils de l'autre côté, dans un environnement totalement inconnu? Il en est ainsi pour les animaux. Mais qu'en est-il des plantes? Ont-elles aussi des préférences quant à leur habitat, ou peuvent-elles franchir ces frontières sans difficulté? La vérité est que ce n'est pas si simple. Les plantes ont un avantage sur les animaux. Les graines et les spores peuvent être transportés par le vent ou par les courants océaniques, ce qui facilite la traversée des frontières naturelles. Malgré cela, des barrières comme la ligne de Wallace restent des obstacles importants qui limitent l'expansion des plantes. Un exemple curieux est celui de l'eucalyptus. La majorité des espèces se trouvent exclusivement du côté australien de la ligne de Wallace. Et seul l'eucalyptus arc-en-ciel est parvenu jusqu'à l'île philippine de Mindoro, au-delà de cette frontière. Vous voyez le schéma? Plus l'organisme est simple, plus il lui est facile de franchir la ligne de Wallace. Pour les micro-organismes, par exemple, il n'y a pas de grand défi. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans un passé lointain. L'un des êtres vivants les plus complexes de la Terre a réussi à franchir cette ligne. Et non pas malgré sa complexité, mais précisément grâce à elle. Devinez qui c'était? Exactement, un être humain ancestral. Au XXIe siècle, les scientifiques ont découvert que les Denisoviens, parents éteints des humains modernes, furent capables de traverser la barrière maritime. Des analyses génétiques de populations modernes, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie, ont révélé de hauts pourcentages d'ADN dénisovien, indiquant que ce groupe humain ancien n'a pas seulement franchi la ligne de Wallace, mais qu'il a aussi migré vers l'ouest à petite échelle. Bien sûr, ce voyage n'a pas été facile. À l'époque, le niveau de la mer dans la région de la ligne de Wallace était plus bas, mais les courants marins étaient si puissants que toute traversée aurait été extrêmement difficile. Comment y sont-ils parvenus? Contrairement aux autres animaux, les Denisoviens avaient un avantage décisif. Savez-vous lequel? Exactement, les outils. Ils pouvaient construire des embarcations rudimentaires qui leur permettaient de franchir la barrière. Ainsi, les Denisoviens ont traversé la ligne de Wallace et sont arrivés dans les régions situées à l'est, dans la zone malaise, puis ils ont disparu. Soudain, les preuves archéologiques les concernant se sont évanouies. Les études génétiques révèlent que l'ADN dénisovien ne se retrouve que parmi les populations autochtones à l'est de la ligne de Wallace, comme en Australie et en Nouvelle-Guinée, et qu'il est pratiquement absent parmi les peuples d'Asie continentale, alors même que les fossiles originaux de Denisoviens ont été découverts en Sibérie. Comment cela s'est-il produit? Certains scientifiques pensent qu'un petit groupe seulement de Denisoviens a réussi la traversée. Ils se sont installés dans la région australienne, où ils ont rencontré les ancêtres des humains modernes, lesquels, à leur tour, se sont répandus en Australie et dans les îles voisines. Ainsi, l'ADN dénisovien est resté limité au côté oriental de la ligne de Wallace. Cependant, le sujet reste vivement débattu. À ce jour, il n'existe aucune preuve archéologique de Denisoviens en Océanie. Certains soutiennent qu'ils ont bel et bien eu une présence génétique marquée en Asie, mais qu'ils ont ensuite été remplacés par des vagues successives de Homo sapiens. Il n'y a donc toujours pas de consensus scientifique et peut-être faudra-t-il un nouvel Alfred Wallace pour enfin résoudre cette énigme. La ligne de Wallace nous montre que, même dans un monde apparemment dépourvu de barrières physiques, la nature érige des frontières invisibles qui défient la logique et l'évolution. Cette ligne, bien plus qu'une simple division géographique, est un rappel puissant de la façon dont le passé a façonné le présent et de la manière dont l'histoire de la vie sur Terre est une histoire d'isolement, d'adaptation et de dépassement d'obstacles.
Alors que la plupart des animaux respectent ce mur invisible, nos ancêtres ont défié l'impossible, prouvant que la curiosité, l'intelligence et le courage humain peuvent franchir même les frontières les plus infranchissables. C'est peut-être cette même audace qui nous conduira à explorer d'autres mystères qui nous attendent encore, cachés dans les recoins les plus reculés de notre planète. Et vous, êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. YouTube vous recommande déjà 2 vidéos incroyables pour continuer à explorer les plus grands mystères de la nature. Cliquez et découvrez.